il ne faut pas laisser un homme seul, blablabla. Que tu sois présente ou que tu sois pas présente à 100%, c'est pas parce que tu vas fliquer ton mari que il n'ira pas voir ailleurs s'il veut. Personnellement, à 50 ans, je m'en fous. Je me dis tout simplement que si ça doit arriver, ça arrive, c'est que ça devait arriver, que je sois partie ou pas, mais que je vais pas m'empêcher de vivre mes rêves parce que je veux être derrière mon mari et appliquer ce qu'il veut faire. Chacun avec sa conscience, hein. Et personnellement, non. Bonjour à tous. Si vous avez raté la vidéo où je parle en fait du fait que j'ai eu 50 ans et que je me suis un peu perdue dans mon identité et que je vais vers une recherche de soi en allant passer une année sabbatique à l'étranger, au loin de ma famille, de mon mari. Et donc cette vidéo, c'est la vidéo où je prépare. Donc je vous montre un petit peu, je vous explique un petit peu comment je prépare ce voyage. Alors en cherchant sur internet et pour savoir si cela se faisait, si en étant marié, on pouvait partir comme ça une année, laisser son mari derrière et ses enfants. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet et j'étais tombée sur un bouquin qui m'a vraiment plu. C'est alors je vais lire si je regarde de ce côté. C'est de Marriage Sabbatical, The Journey That Brings You Home. C'est de Cheryl Lynn Jarvis. Donc c'est en fait un mariage sabbatique et une journée qui te ramène chez toi. Si je traduis un petit peu en français. J'ai adoré ce livre. Et ce livre, en fait, c'est une femme qui, ses enfants ont grandi. Ils sont partis à l'université. Et donc, elle se retrouve avec son mari à préparer, à faire ce qu'une femme fait en général. C'est stéréotypé, hein. Il y a des femmes qui ne préparent pas, il n'y a pas de problème. Donc, elle se retrouve donc dans ce rôle de la femme typique, etc. Et puis, mais elle s'ennuie à mourir et puis elle a envie de voyager. Donc, elle négocie avec son mari comment faire pour qu'elle puisse partir, etc. Au début, son mari est résistant, mais ils arrivent vraiment à mettre ça ensemble et à organiser ce voyage pour elle. J'ai trouvé ça très, très beau. J'ai retrouvé aussi une autre femme en ligne sur YouTube qui, pareil, son mari est pilote. Elle a élevé ses enfants et tout, et elle prend un break de sa vie, parce qu'à 50 ans, on n'est pas à la retraite, hein. Aujourd'hui, la retraite en Europe est pratiquement à 70 ans. Non, merci. Et donc, elle arrête son travail, et puis elle s'organise avec son mari pour pouvoir partir pendant cette année-là. Pourquoi je prends ces exemples? C'est pour vous montrer, parce que les jeunes femmes qui m'ont contacté, ce sont des femmes en couple et tout. La chose importante ici que j'essaye de relever pour vous, c'est que être marié ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas possible de prendre du temps pour soi. Être marié ne signifie pas qu'on ne peut pas de temps en temps sortir de ce quotidien, ok, de ce quotidien-là, pour aller vivre autre chose pendant quelques mois, quelques jours pour certains, et revenir et continuer à cultiver son mariage, la passion pour son mariage, etc. Dans mon cas, c'est exactement ça. Mon mari est en plein en accord avec mon projet. Il sait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis voilà, et puis surtout qu'il a été consultant quand il était plus jeune, les 10-15 premières années de notre mariage. C'est un consultant qui voyageait énormément, qui a voyagé partout dans le monde. Donc il comprend ce désir pour moi de partir. Et puis surtout, on a pris l'habitude de ne pas être à 100% ensemble. Cela n'enlève pas. Voilà, parce que ça peut être une crainte pour beaucoup de femmes. C'est bon, si je m'en vais, est-ce que c'est quelque chose qui m'avait emprisonné au départ. Ou oui, mais s'il se passe ça, et si tu abandonnes, il ne faut pas laisser un homme seul, blablabla. Il peut que tu sois présente ou que tu sois pas présente à 100%. C'est pas parce que tu vas fliquer ton mari que il n'ira pas voir ailleurs s'il veut. Personnellement, à 50 ans, je m'en fous. Je me dis tout simplement que si ça doit arriver, ça arrive, c'est que ça devait arriver, que je sois partie ou pas, mais que je vais pas m'empêcher de vivre mes rêves parce que je veux être derrière mon mari et appliquer ce qu'il veut faire. Chacun avec sa conscience, hein. Et personnellement, non. Je pense que nous, on est arrivé à un point où on se connaît déjà presque depuis 30 ans, qu'on peut communiquer et se dire les choses exactement. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée dans les messages de cette vidéo,
où j'expliquais un petit peu mon mal-être par rapport à mes 50 ans et le fait de me retrouver, de me recentrer un petit peu sur moi-même. Il y a quelques femmes qui m'ont laissé de longs messages, qui m'ont vraiment touchée et qui se reconnaissaient un petit peu dans ce que j'expliquais. Alors ce message vraiment aujourd'hui, c'est pour vous aider quelque part à planifier cette année sabbatique pour vous-même, si c'est un de vos projets. Je vais me concentrer là-dessus et on pourra revenir un peu plus tard dans d'autres discussions sur comment planifier autre chose pour vous recentrer, vous recadrer sur vous-même. Donc si vous avez des idées, vous avez quelque chose que vous aimeriez développer, faites-le moi savoir dans les commentaires ou envoyez-moi un message en inbox et je ferai des recherches pour vous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur comment organiser et planifier un voyage sabbatique. Alors tout ça, c'est encore au stage de préparation. Tout n'est pas encore ficelé. C'est vraiment les recherches, etc. Je vais aller dans l'ordre pour vous expliquer un peu comment je m'y prends. Alors, si vous voulez vraiment préparer ça pour vous-même, restez jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous partager un petit peu ce que moi je fais pour préparer cette année à l'étranger. Voilà. Alors, je vais en profiter pour dire merci si tu es abonné à cette chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien. Et si tu es nouveau, bienvenue. J'espère que tu voudras t'abonner et partager cette aventure. Alors, après cette longue introduction, on va maintenant passer à la planification. Pourquoi? Parce que avant d'entreprendre un tel voyage et prendre une telle décision, il faut bien peser le pour et le contre. Il faut bien comprendre les motivations derrière ce voyage. Il est clair que aller à l'étranger ne va pas du tout régler quels que soient les problèmes. En tout cas, si c'est un problème qu'on fuit, ça va pas le régler. Parce que peu importe où on va, on part avec nos problèmes. En anglais, on dit « Wherever you go, there you are ». Et traduction en français, c'est « Peu importe où tu vas, en fait, hein, tu te retrouveras là où tu iras ». Parce que donc nos problèmes nous suivent. Hein. Donc c'est comme je le disais, c'est pas une fuite en avant, c'est plutôt une course vers moi-même. De me retrouver, de redéfinir ma vie. Beaucoup, quand on approche cette crise existentielle de la vie, surtout quand on passe le cap des 50 ans, un siècle, on se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur le but pour lequel on est dans cette vie. L'autre chose, c'est aussi que quand des personnes, parce que j'ai discuté avec beaucoup de femmes de mon âge et même plus jeune, et j'ai suivi pas mal d'interviews de personnes justement qui vivaient cette étape de passer la cinquantaine et cette crise existentielle. Beaucoup de personnes, des fois, vont demander le divorce, vont se séparer de leur conjoint par rapport à une frustration personnelle, en fait, qu'on ne comprend pas soi-même. Et pour moi, après avoir fait un grand travail sur moi-même, je sais très bien et je suis certaine pour avoir suivi des coachings, des thérapies, que mon problème ne relève absolument pas de mon mariage, de ma famille ou autre. C'est un problème personnel. C'est vraiment une façon de me redéfinir, moi, de me recentrer sur qui je suis. Parce qu'il est vrai que, comme je le disais précédemment, la femme s'oublie un petit peu dans son rôle de mère, d'épouse, et qu'elle en oublie qu'elle existe en tant qu'un être humain à part entière avec ses besoins, ses désirs. Et ça, c'était moi. Ça, c'était moi complètement. Où, voilà, j'avais complètement oublié qui j'étais. Et je me suis fondue dans mes autres rôles, hein, sans prendre le temps de penser à moi et de me concentrer sur mon bien-être. Donc c'est pourquoi cette année sabbatique est extrêmement importante pour moi. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait se présenter complètement différemment. Se prendre un week-end entre copines, peu importe à quoi ça ressemble, ce travail sur soi pour se recentrer sur soi-même et se faire plaisir et faire les choses qui nous apportent de la joie. Ok, c'est pas forcément voyager, ça c'est juste moi.
Qu'une année, c'est très court dans une vie, n'est-ce pas? Ça va passer et après, on revient à son quotidien. Mais comment est-ce qu'on veut que son quotidien change? Comment est-ce que cette année sabbatique va impacter, en fait, euh, notre vie quand on rentre? D'accord? C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Moi, c'est ce que je vais rechercher dans cette année sabbatique-là. Dans ma recherche de pays, pour moi, je suis assez spécifique là où je veux aller. L'Amérique latine pour commencer, parce que c'est plus économiquement parlant, c'est mieux pour moi. J'ai envie de commencer par le Mexique parce que c'est le pays le plus facile à aller quand on vient d'Europe ou des États-Unis. C'est le milieu. C'est un peu... Voilà. En tout cas, dans toutes les recherches que j'ai faites, je suis dans un groupe de femmes américaines qui, beaucoup se sont expatriées au Mexique. Et c'est le Mexique et il y a énormément d'expatriés des États-Unis. C'est très, très facile de se joindre un petit peu dans la masse. Et puis surtout, il y a une grande communauté déjà sur place d'Américaines. Donc, ce sera facile pour moi d'aller m'insérer là-dedans, de me trouver facilement mes marques au Mexique. Et puis après, bon, je sais que je peux rester que 3 mois au Mexique. Donc, ça veut avec un visa touristique. Donc, ça veut dire qu'après ces 3 mois, à ce moment-là, ça me permettra d'aller explorer d'autres pays, la Colombie, l'Argentine, on verra, le Chili, d'autres pays d'Amérique latine. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est que en fin de cette année sabbatique, c'est d'aller passer un moment en Espagne, même un mois, histoire de... Parce que l'espagnol, en Espagne, en Amérique latine, même dans différents pays d'Amérique latine, et en Guinée équatoriale est assez différent. C'est un peu comme parler français et québécois. Voilà, le français de la France et du Québec ou alors de la Belgique. Hein. Il y a des différences ou même celles de la Suisse. Il y a des intonations, il y a des 90-10, etc. Donc, c'est vraiment pouvoir apprendre un peu toutes ces différentes façons de communiquer en espagnol. Et puis, la Guinée équatoriale s'inscrit tout simplement dans mon challenge de visiter chaque pays d'Afrique. Et la région que je suis en train de parcourir cette année, c'est l'Afrique centrale. Donc, je vais tout simplement joindre ça dans ce challenge-là où j'irai passer un moment en Guinée équatoriale pour me permettre aussi de continuer à développer l'espagnol que j'aurai appris tout au long de ces mois. Et une fois que je suis en Guinée équatoriale, je pense y passer un mois, peut-être plus, on verra, de pouvoir visiter les pays autour. Bon, le Gabon, c'est chez moi, donc ça me permettra d'aller régulièrement au Gabon pour voilà, vous montrer un petit peu aussi les beautés que ce pays a à offrir, parce que le Gabon est un très très beau pays également. Et puis il y a plein de pays autour. Bon, le Cameroun, je vous ai déjà montré quelques aspects, mais il y a encore beaucoup à voir. Et puis voilà, il y a le Congo que je veux voir également. Donc tout ça, je le ferai au sein de ce voyage. Une des étapes les plus importantes, c'est les finances et le budget. Alors, personnellement, je suis travailleur indépendant. Je suis entrepreneur, donc je ne travaille pas pour une compagnie. J'ai ma compagnie, donc c'est plus facile pour moi de décider d'aller à gauche et à droite parce que je n'ai pas besoin de demander à mon employeur la permission de partir ou de prendre un congé sabbatique ou autre. Donc c'est maintenant pour toi, si tu travailles pour une entreprise, ça va être différent. Il est vraiment très important de travailler sur un budget pour cette année-là. Personnellement, je sais que je ne veux pas dépenser plus de 1000 pounds par mois. C'est-à-dire je ne veux vivre avec 1000 pounds au moins par mois. D'où j'ai choisi l'Amérique latine en premier. Parce qu'en Espagne, je n'irai pas très loin avec 1000 pounds. Et en Guinée équatoriale, je ne connais pas assez, je ne connais pas assez. Mais pour avoir vécu au Cameroun, parce que je vis entre le Cameroun et l'Angleterre, ça ne doit pas être tellement différent. Donc, il est vraiment important d'estimer les coûts. Donc, premier coût, logement, nourriture, transport.
les loisirs, parce que si on part en une année sabbatique, c'est pas pour être enfermé dans la maison et à travailler, c'est aussi de vraiment explorer l'endroit où on va être, explorer la culture, la nourriture, etc. Donc c'est vraiment de comprendre tout ça dans son budget. Bon, mon budget par jour, ce serait 25 pounds. Je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est en euros, ça doit être dans 25-30 euros. En dollars, je vais vous écrire tout ça. Et 1000 pounds maximum par mois. Alors, il est vraiment important de comprendre que le budget va vraiment dépendre de chaque personne et du style de vie. Ok? Quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui a une vie beaucoup plus excitante, qui sort en boîte de nuit, qui rencontre régulièrement des amis pour boire un pot, qui 1000 pounds, 1000 euros, 1000 dollars, n'ira pas très très loin. Personnellement, je suis très casanière. Je passe beaucoup de temps seule avec moi-même. Je suis une introverte. 1000 pounds, c'est quelque chose que je peux manager. Pourquoi? Parce que, je mange beaucoup plus chez moi, donc je prépare. Bon, cela n'empêche pas que j'irai expérimenter et goûter la nourriture locale. C'est clair, les tacos, miam, et c'est pas cher. Et voilà, donc il faut bien faire attention. Et si vous voyez à l'image, il y a des endroits où, à Medellín, à San Cristobal de las Casas, ça tourne autour de 1000 euros. Il y a des endroits comme à Buenos Aires, à Bogota, où c'est à moins de 1000 pounds. Donc, c'est un site qui est vraiment sympa, c'est Nomadlist. Il y en a plein de ce style qui, ce sont des voyageurs qui donnent des informations en fait sur le coût de la vie dans différents pays. Voilà. Donc, moi, je me suis basée là-dessus. Mais il faut vraiment faire attention à son style de vie. Moi, je sais que ça m'ira. C'est vraiment la base. C'est une base que j'aimerais respecter. Mais maintenant, comme je le disais, il y a des chances que de temps en temps, j'aille au-dessus de ce budget de 1000 pounds. C'est pas grave. À partir du moment où ça reste vraiment mon objectif de garder mes dépenses autour de ce montant, ça veut dire qu'il me restera suffisamment d'argent après pour pouvoir faire d'autres activités, voyager aux alentours. Voilà un petit peu. Parce que je sais qu'en travaillant en ligne, c'est un montant que je peux très facilement avoir. Alors, une fois qu'on a établi les coûts, c'est important maintenant de planifier un budget estimatif. Ok. Pour moi, c'est 1000 pounds, 1000 euros par mois. Et dans ces 1000 euros, quelle est la part du loyer? Quelle est la part des transports, nourriture et imprévus? Et c'est vraiment de faire ce plan-là pour que ce soit réaliste. J'ai vu qu'en Amérique latine, c'est vraiment très facile. J'ai fait pas mal de recherches. Je vais essayer de vous mettre ça à l'écran. Où en fait, c'était vraiment facile de trouver par exemple un studio ou un 2 pièces à 500-600 euros. Ça veut dire que dans les 500-600 euros, il va me rester 400 euros peut-être pour manger par mois. Pour manger, pour le transport et pour les imprévus. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose de vraiment réaliste. Ça dépend vraiment si on veut vivre de manière luxueuse pendant cette année où on va avoir un grand appartement au bord de la mer, ou alors si on est OK pour aller vivre parce qu'il y a beaucoup moins cher, on peut trouver dans des petits villages, dans des endroits. Moi, j'ai envie d'être central, j'ai envie d'être un endroit quand même en ville. Donc, je compte pas moins de 500 à 600 euros pour le logement par mois. Personnellement, je suis très économe, je suis très frugal, je sais pas en français, c'est économe. C'est-à-dire que je fais souvent très attention à mes dépenses. Alors, donc maintenant, comment financer mon projet et comment en fait, est-ce que je vais pouvoir vivre, même déjà dégager ces 1000 euros par mois, 1000 euros, 1000 pounds qui me permettront de vivre sur place. Alors, donc tout à l'heure, je vous parlais du loyer qui est en général la charge la plus importante. Il y a une des choses que je prévois faire, c'est de m'inscrire Trusted House Sitter. Je vais vous mettre ça à l'écran. House Sit, c'est en fait des personnes qui mettent leur maison sur un site pour que des étrangers viennent garder leurs animaux, etc. pendant que eux ils vont, je sais pas moi, en croisière pendant
un mois ou alors qui, comme moi, tiens, décident de partir quelque part et ont besoin de laisser quelqu'un chez eux pour que la maison ne soit pas vide, pour arroser les plantes, etc. Donc c'est un truc que je vais mettre dans mon projet, dans mon budget. Donc c'est quelque chose que je vais planifier pour réduire mes coûts. Donc même en commençant par l'Amérique latine, j'ai déjà commencé à regarder en ligne sur Trusted House les, les différentes offres pour garder des maisons. Il y a des personnes qui ont besoin de gens pour un mois, 2 semaines, etc. Ça, déjà, dès le départ, c'est quelque chose qui va m'aider. Donc ça va être une de mes options. C'est pas toujours sûr que je vais trouver quelque chose, donc il faudra que je garde malgré tout mon budget loyer de côté, au cas où. Et puis c'est en général un mois ici, 2 semaines là. Donc ce sera seulement pour me permettre pendant cette petite période-là d'économiser. Disons que j'ai envie d'aller visiter un autre pays et puis je trouve, tiens, en Argentine, on a besoin, je viens par exemple au terme de mes 3 mois au Mexique, et puis en Argentine, quelqu'un a besoin d'une personne pendant 2 semaines pour garder ses plantes ou ses animaux, ben, ce serait l'occasion de partir hein, en Argentine, visiter ce coin-là et puis ne pas avoir à dépenser dans le logement. Je vais être très flexible. Il y a aussi Airbnb qui est présent, ok, pour m'aider au cas où ça marche pas. Je peux toujours me reposer sur Airbnb. Et sinon, il y a Workaway. Workaway et Woofing, ce sont des organisations en ligne qui te permettent, en fait, c'est beaucoup de jeunes qui le font, mais c'est ouvert à tout le monde, qui te permettent d'aller, en fait, dans d'autres pays à l'étranger et aider. Ça peut être, par exemple, une ferme qui a besoin de personnes pour les aider. Ça peut être une école maternelle qui a besoin de quelqu'un pour venir apprendre le français ou l'anglais ou l'espagnol, etc. Donc, dans mon cas, le français et l'anglais. Donc, je prévois de postuler en tant que bénévole contre logement et repas dans des écoles, dans des petits villages. Ça me permettra aussi de redonner quelque part parce que je pourrais enseigner une langue aux enfants et en retour, le fait d'être au milieu de personnes qui parlent l'espagnol, d'apprendre beaucoup plus rapidement, donc comme un échange. Voilà un petit peu toutes les options que je mets en place pour m'aider à dépenser moins d'argent et à apprendre beaucoup plus rapidement l'espagnol et d'être entouré en fait et de ne pas être seul, même en étant seul à l'étranger. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que je viens de finir une formation en PNL qui est la programmation neuro-linguistique. Donc, comment voir la vie autrement? Comment voir la vie d'un point de vue positif? Je suis en train de paraphraser très très mal, mais voilà, je peux vous mettre un lien sur la PNL et c'est vraiment très intéressant. Et je suis aussi en train d'être formée pour être coach professionnel certifié, coach de vie. Donc voilà, ça c'est aussi une offre que je pourrais proposer et voilà, en ligne hein, sur Zoom. Donc ça me permettra d'avoir un revenu de ce côté-là, sachant également que je vais m'inscrire sur des sites comme des sites en ligne qui me permettront d'enseigner le français en ligne. Donc tout ça, ça va être des petites sources de revenus que je vais mettre ensemble pour me permettre de continuer à avoir un revenu par mois et entre autres travailler très dur sur cette chaîne YouTube pour que plus tard, demain, sur le long terme, ça devienne également une source de revenus qui me permette même d'acheter un café. Voilà. L'autre étape également, c'est de prendre une assurance voyage, assurance en cas de problème, santé, etc. Et aussi de faire le choix d'un endroit où la santé n'est pas est un service public et non privé. Donc, c'est-à-dire que ça ne coûte pas les yeux de la tête. Je vais donner un exemple. J'étais dernièrement à Fort Kochi, qui est en Inde. Et en 2021, je suis partie pour mon anniversaire, passer un mois pour travailler sur moi avec un coach de yoga. Et je suis tombée malade, j'ai eu la malaria cérébrale, j'ai failli passer. C'était vraiment très très grave.
J'ai été dans un hôpital en Inde. J'ai pu payer mes soins cash, mais ça ne coûtait mais alors rien du tout. Mais c'était de très bons soins, j'ai eu tous les traitements qu'il fallait, les médicaments donnés sur place, etc., etc. Et ça s'est très très bien passé. Donc l'idée vraiment, c'est de trouver un endroit où la santé, donc de vraiment faire une bonne recherche. J'ai pas encore eu le temps de vraiment me pencher sur chaque pays pour savoir où la santé. Le Mexique, je sais pour avoir beaucoup écouté les personnes qui vivent au Mexique, que la santé est assez et abordable et de bonne qualité. Et de bonne qualité. Voilà. Alors maintenant, la planification fiscale, hein, ça c'est autre chose. Ça c'est chacun d'entre nous selon... moi, je paye mes impôts en Angleterre. Donc, vu que beaucoup des travaux, des boulots que je vais faire seront en ligne et seront payés sur mon compte anglais, donc automatiquement, je vais déclarer, je ferai mes déclarations et tout en Angleterre. Alors, les étape 4, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, c'est le logement et le visa. Logement, comme je vous ai expliqué, ce sera entre garder des maisons contre, voilà, arroser les plantes et s'occuper des animaux. Airbnb, donc c'est-à-dire louer un appartement. Ou alors, voilà. Je préfère un appartement qu'un hôtel parce que ça permet d'avoir une cuisine et pouvoir préparer ses aliments plutôt que de manger dehors, ce qui est beaucoup plus économique. Voilà, je vous parlais également de travailler avec des organisations comme Workaway Woofing et d'aller dans des écoles, dans des endroits pour pouvoir offrir mes services. Tout ça, ce sont des opportunités. Ce n'est pas sûr parce qu'il y a beaucoup applicants. Il y a beaucoup d'applications. Il y a beaucoup de personnes qui apply. Il y a beaucoup de personnes qui appliquent. Je vais mettre à l'écran. Il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui postulent. Il y a beaucoup de personnes qui postulent. Et donc, c'est pas sûr que j'aurai ces offres-là. D'accord? Mais dans tous les cas, je vais vraiment être très, très flexible sur la manière dont je vais approcher tout ce qui est logement, etc. Sachant que dans le pire des cas, si je ne trouve rien, j'ai mon budget de 1000 euros, 1000 pounds, et 500 à 600 pounds. Je préférerais 500 pounds de côté pour avoir un logement tous les mois. Voilà. Maintenant, pour les visas, c'est comme je vous l'ai dit, je préfère aller où il n'y a pas du tout de visa. Aller dans des pays qui ne nécessitent pas que je prenne un visa. Donc ça, déjà, ça enlève une grosse épine du pied. Parce que bien qu'aujourd'hui, plusieurs visas peuvent se faire en ligne, les visas coûtent quand même assez cher. Et donc, si je peux économiser de l'argent de ce côté-là, c'est ce que je prévois faire. Et tout ce que je dois faire dès maintenant, c'est de m'assurer qu'au moment où je pars, j'ai renouvelé mon passeport. Alors, tout ce que je dois faire, c'est vraiment m'assurer que même si je n'ai pas besoin de visa, c'est de vraiment comprendre ce qui est demandé pour être dans ces pays-là. Ok, de vraiment comprendre combien de 3 mois je peux rester, s'il y a d'autres obligations, etc. C'est vraiment de faire cette recherche-là. Je ne l'ai pas encore fait, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. L'une des choses qui coûtent les plus cher, c'est le billet d'avion, ok? Voilà, donc déjà, je prévois de prendre one-way ticket, un aller simple. Ça sert à rien de prendre un aller-retour parce que sinon ça va me bloquer dans les opportunités. Donc, je l'ai jamais fait au départ, mais maintenant, il faut que je vérifie si j'ai le droit de prendre un aller simple, sachant que c'est un visa touristique. Alors, famille, voilà pourquoi il est extrêmement important de faire les recherches avant de partir. Donc là, comme vous voyez, pour le Mexique, entrée et séjour. Alors, les formalités d'entrée, ce que je n'avais pas lu correctement au départ. Donc, je disais un aller simple à l'écran, mais non, c'est pas ça. Ça dit, à l'arrivée sur le territoire, présenter l'ensemble des documents requis, dont les titres de transport aller et retour et les justificatifs d'hébergement.
Donc, je réserverai un Airbnb avant d'arriver. Ainsi, je pourrais le présenter à l'arrivée. Voilà. Donc, il me faut un titre de transport aller-retour. Donc, je vais me booker un aller-retour. Voilà. Et l'autre chose, c'est pendant le séjour, toujours se déplacer en possession de son passeport en cours de validité en raison de la récurrence des contrôles. OK? Et l'autre chose ici, ça dit, les ressortissants français ne sont pas tenus à l'obligation de visa de court séjour pour entrer au Mexique dans le cadre d'un voyage touristique qui ne peut néanmoins pas dépasser 180 jours, ce qui est 6 mois. Donc, c'est pas 3 mois. Je n'arrête pas de parler de 3 mois parce que je n'avais pas fait mes recherches. Aucune activité rémunérée ou bénévole n'est autorisée pendant le séjour touristique. Les contrevenants risquent une expulsion immédiate du pays, souvent assortie d'une interdiction de séjour pouvant aller jusqu'à 2 ans. Waouh! Ok. Donc, voilà pourquoi il est vraiment important de faire ses recherches au départ. Donc, ce sera un aller-retour. Et maintenant, pour ce qui est de Woofing et de Workaway, c'est quelque chose que beaucoup font d'ailleurs, qui est même offert au Mexique. Je prendrai le temps de faire beaucoup plus de recherches là-dessus. Et La manière je vous dont je vais les reviendrai. faire, ça va être sur plusieurs critères. Au départ, je prendrai certainement un Airbnb qui me permet d'arriver dans la ville et de regarder autour, de prendre peut-être une semaine qui me permet d'arriver dans la ville et de chercher maintenant des contrats de location localement, parce que beaucoup, surtout dans des pays comme l'Amérique latine, même en Afrique, ne se trouvent pas en ligne. C'est vraiment du bouche à oreille, aller dans la ville, marcher, pour trouver qu'il y a d'autres offres qui sont en général beaucoup plus intéressantes que ce qu'il y a sur Airbnb. Alors, la manière dont moi je recherche mes billets d'avion, il y a plusieurs options. Il y a Skyscanner qui permet en fait de rechercher de la ville où vous vous trouvez à... Souvent, j'utilise Anywhere si ça ne me dérange pas d'arriver dans n'importe quelle ville proche du Mexique, bien entendu, et en Amérique latine, qui ensuite me permettra de visiter cette ville-là et de remonter vers le Mexique si c'est beaucoup moins cher et que je gagne en faisant ça et en même temps en visitant une autre ville. L'autre option également, c'est Google Flight, qui permet avec leur graphique là, de visiter, de regarder, pardon, les différentes périodes où le billet revient moins cher et de sélectionner. Et une fois en fait que j'ai fait ces recherches sur Skyscanner et Google Flight, c'est ensuite d'aller sur Air France et de voir si j'ai la même offre, hein, ou une offre similaire. Parce que je voyage exclusivement avec ou Air France ou une compagnie aérienne qui fait partie de SkyTeam, simplement pour garder mon statut et les avantages qui vont avec et mes miles et XP. Voilà. Autre chose qui est aussi très très intéressant, c'est la préparation des bagages. Alors, la préparation des bagages est très très excitant pour un voyageur, parce que c'est le moment où vraiment là on est sur le point de partir, on est à jour J moins je sais pas combien. Quoique moi je fais des fois mes bagages un mois à l'avance. Mais je veux partir très légère, très 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 légère. Honnêtement, je veux partir juste avec une petite valise trolley. Je ne veux pas de bagages en soute. Simplement parce que je veux toujours être prête à partir. Je ne veux pas quelque chose qui pèse sur moi. Dans tous ces pays-là, je peux retrouver tout ce que je veux. Je peux acheter. Donc, ce que je prévois emmener, c'est vraiment mes vêtements. Comme je disais plus tôt, c'est que je m'habille de manière très basique. Hein, okay? J'ai mes t-shirts ou longues manches noires avec un bas noir et certainement une robe pour les sorties, une ou deux robes pour les sorties. Un maillot de bain,
les sous-vêtements, et puis voilà, c'est tout. Tout le reste, je peux trouver sur place. Maquillage, je me maquille pas beaucoup. J'ai juste un crayon et un brillant, c'est ça mon maquillage, tout simplement. C'est vraiment important de prévoir les conditions de la météo dans chaque endroit et de toujours prévoir quand même une jaquette, quelque chose, parce que voilà, les changements de température et tout ça, et aussi de respecter tout ce qui est exigence culturelle, etc. Alors, la 6e étape, moi je l'ai appelée déménagement et logistique, mais chez moi il n'y a pas vraiment de déménagement parce que je ne vais nulle part. Disons que je ne suis pas en train de déménager pour partir définitivement de ma vie actuelle. Je ne fais que prendre un break d'une année. Donc côté logistique, c'est quoi? C'est ce que je disais au départ. C'est vraiment toute l'organisation de qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je n'emmène pas. Alors le 7e point, qui est un point très important, qui est aussi une des raisons pour lesquelles je décide d'aller dans les pays hispaniques, c'est de parfaire, d'apprendre l'espagnol, de parler l'espagnol couramment. Je me suis inscrite à Lingoda, où j'ai commencé à prendre des cours avec des natives espagnols qui viennent de partout, Espagne, Argentine, Colombie. J'ai également l'application Duolingo, où j'ai commencé déjà à reprendre, à pratiquer l'espagnol, parce que j'ai envie d'arriver à avoir quand même une bonne base, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir voilà, dire bonjour, demander mon chemin, etc. Une fois sur place, je vais continuer à travailler avec Duolingo et certainement prendre un prof sur place. Et je sais que je suis privilégiée, ok? Que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc je reconnais mon privilège de pouvoir décider de me lever comme ça et partir. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas possible pour tout le monde, surtout en tant que je parle de qui je connais, ok, de ma communauté africaine, ok, de cette partie-là de moi. Beaucoup de femmes en Afrique n'ont pas cette facilité, flexibilité de se dire tiens, de dire ok je m'en vais. Elles ont tellement d'obligations, tellement de charges et c'est pas dans la culture. C'est peut-être même pas le désir de beaucoup d'ailleurs, d'accord? Mais je parle pour celles qui auraient peut-être ce désir là de partir, de voyager. C'est pas une chose évidente de se dire tiens je me lève du lendemain. C'est pas quelque chose qui est encore très accepté dans nos cultures. Donc je comprends très bien. Famille, merci si tu as pu suivre cette longue vidéo jusqu'au bout. J'espère en tout cas que ça t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, laisse-moi un message en commentaire pour m'encourager et me faire savoir vraiment si cette vidéo a pu aider au moins une seule personne. Et cela m'encouragera de faire plus de vidéos de ce type. Parce que je suis encore en train de me tâtonner sur quoi faire sur YouTube. Est-ce que c'est des vlogs sur mes voyages ou alors essayer aussi d'avoir des discussions comme ça où je peux apporter ma petite pierre et avoir une petite communauté où on peut s'entraider, où on peut échanger. Voilà, la dernière fois, c'était vraiment très très beau d'avoir ces quelques messages de personnes qui m'ont témoigné aussi leur désir comme ça de se retrouver. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un message et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Adios!